Mesdames et messieurs, chers collègues, laissez-moi d'abord remercier Jean-Pierre Changeux et ses collègues pour cette invitation. Je suis absolument désolé pour ma voix. J'espère qu'elle tiendra jusqu'à la fin. Je l'ai économisée depuis ce matin, mais j'en suis pas sûr. Comme dans beaucoup de domaines scientifiques ou pas, nous l'avons entendu plusieurs fois aujourd'hui, la notion de forme en sciences de la vie prend des significations multiples. Et nous venons d'en voir un exemple avec la forme des animaux vivants ou ancestraux. Forme des objets biologiques, forme embryonnaire, forme des protéines, de la chromatine, des molécules elles-mêmes. Un des problèmes fondamentaux de l'embryologie est précisément d'intégrer ces différents référentiels à 3 dimensions pour comprendre les règles générales de la construction d'un organisme, tout en sachant qu'aucune de ces formes n'est stable dans le temps, sauf bien entendu ces magnifiques fossiles que Philippe Janvier vient de nous montrer. Un des premiers traités généraux de la forme des choses vivantes est bien sûr la tentative, le Versuch d'explication de la métamorphose des plantes de Goethe, publié en 1790, dans lequel il utilise la transformation des formes et leurs analogies pour en étudier l'origine, faisant un parallèle avec la phylogénie, qui se traduit par sa recherche de la Urpflanze, de cette plante originelle. C'est bien sûr dans l'air du temps, et Lamarck publiera son système des animaux sans vertèbres en 1801. Dans cet ouvrage, il propose une classification des invertébrés, appelée ainsi à cette occasion, classification qui se base sur la récurrence et l'analogie des traits morphologiques, et qui se situe donc bien dans le contexte du transformisme des animaux qu'il vient d'élaborer. Dans son traité, Lamarck insiste beaucoup sur les formes variées que les insectes peuvent présenter, par exemple au niveau de leur thorax, décrivant les différentes combinaisons d'ailes, d'élytres et de balanciers au niveau des segments thoraciques, formes qu'il utilise comme critère de classification. Lamarck ne peut pas s'imaginer, bien sûr, que ce sont précisément les variations de ces formes-là qui permettront à Ed Lewis, 170 ans plus tard, de proposer une explication de la nature génétique de ces transformations, ouvrant ainsi la voie à une explication moléculaire et mécanistique de l'évolution de ces structures. Si la variété de ces formes a permis aux naturalistes d'élaborer des classifications, de séparer des espèces, ce sont bien les contraintes appliquées à ces formes qui sont à la base de l'approche cladistique des grandes classifications des animaux. Par exemple, les insectes peuvent avoir des pattes de morphologie extrêmement variées, comme dans le cas de ce grillon auquel on a enlevé les appendices dorsaux, avec une 3e paire de pattes très bien adaptée, très différente des 2 premières. Mais ils ont toujours 3 pattes, 3 paires de pattes. C'est une règle immuable. Et de la même façon, les insectes peuvent avoir 1 ou 2 paires d'ailes qui peuvent là encore être soit bien différentes l'une de l'autre, comme dans le cas de ce magnifique papillon, ou des coléoptères et de leurs élytres, soit pratiquement identiques l'une à l'autre, comme chez les libellules. Mais ces ailes sont toujours localisées sur les 2e et 3e segments thoraciques, jamais sur le premier, qui ne porte généralement pas d'appendice dorsal. Sauf, car il y a toujours des exceptions, chez les membracidés, petits insectes sauteurs qui ont un casque magnifique porté par ce premier segment thoracique, comme l'ont montré récemment Gompel et Prudhomme, des collègues de Marseille. Une fois cette contrainte franchie, une fois ce segment pouvant finalement produire quelque chose dans sa partie dorsale, alors la diversité s'installe avec ce festival de morphologie incroyable. Endless forms, most beautiful, pour citer Charles Darwin. C'est en cela, me semble-t-il, et en cela seulement que les modalités de réalisation d'un objet biologique ressemblent à celles qui sous-tendent le processus créatif artistique. Une grande marge de manœuvre, certes, mais qui peine à dissimuler les ornières que nous sommes contraints de suivre, soit celles des lois de la morphologie, dans le cas de la production d'une forme biologique, soit celles à peine plus souples imposées par notre cerveau dans la création d'une forme artistique. C'est un point qui avait été discuté de façon très intéressante par Perret Alberch, qui était non seulement un biologiste internaliste convaincu, mais en outre un expert dans la symbolique de Juan Miró, dont certains de ses casques d'ailleurs en sont proches. Ces ornières existent également au niveau génétique et furent relativement négligées par Darwin. Celui-ci, ne connaissant pas la nature de l'information génétique et par là même la substance de la variation, généralisa par trop l'amplitude des variations possibles. Nous en voyons aujourd'hui encore les effets au travers de la dissociation entre le corps et ses parties, d'une pseudo-autonomie de ces dernières,
alors qu'elles ne forment en fait que les excroissances d'une structure commune qui ne laisse que peu de latitude aux changements singuliers. Les pédiatres le savent bien, un simple doigt surnuméraire à la naissance annonce souvent des problèmes internes beaucoup plus complexes, et la notion de syndrome devenant la règle, on peut se demander si le concept d'adaptation doit se concevoir autrement qu'au travers d'un équilibre général entre les différentes parties. Nous ne sommes pas faits d'un assemblage de formes parfaitement adaptées, mais plutôt d'un équilibre de caractères pauvrement adaptés, mais qui, in fine, nous ont permis d'être compétitifs. À cet égard, les objets biologiques vivants sont eux-mêmes, en quelque sorte, des propriétés émergentes. Darcy Thompson avait bien compris ces contingences et cette impossibilité de détacher l'évolution des parties de celle du tout. Son structuralisme, exposé dans On Growth and Form, publié en 1917, ne fait toutefois pas appel à la génétique, mais plutôt aux contraintes physiques. Il est mathématicien de formation. Il observe les récurrences naturelles, en particulier la phyllotaxie ou l'organisation des coquilles de mollusques, et essaye d'y superposer un langage mathématique tel que la suite de Fibonacci. Ce structuralisme morphogénétique trouve aujourd'hui son explication dans des phénomènes de contrôle de la croissance cellulaire et tissulaire dû au fonctionnement différentiel de voies de signalisation qui, elles, sont évidemment contrôlées de façon génétique. Pendant que Darcy Thompson écrivait son ouvrage à Dundee, l'école des méristes anglais, emmenée par William Bateson de son côté, prenait conscience de l'existence d'une série de règles extrêmement strictes qui président à l'organisation de la forme chez les animaux segmentés. Bateson observera que certaines structures peuvent prendre la forme de la structure voisine, et il utilisera le préfixe homoéo pour définir cette curiosité, qui n'en était pas une, puisque de nombreux animaux ont des structures méristiques homomériques, à savoir de longues suites de segments identiques les uns aux autres, tels que les serpents. Toutefois, le méose était né, c'est en observant des mouches drosophiles mutantes que de telles transformations homéotiques purent être intégrées dans un schéma mécanistique presque définitif par Ed Lewis en 1978. En particulier, cette fameuse mouche dans laquelle fut observée une transformation homéotique du troisième segment thoracique dans l'identité du deuxième segment thoracique. En fait, cette transformation ne fait que renvoyer à une autre forme existence dont je vous parlais précédemment, qui est celle des libellules, et ces transformations révèlent donc des voies d'action possibles pour la macroévolution. Mais c'est surtout Lancaster, dont Philippe Janvier a mentionné le nom, collègue de Bateson, qui édictera en 1904 une série de 13 règles organisant les formes possibles dans un système méristique, règles qui auraient, elles, vraisemblablement pu être mises sous forme mathématique. Vous voyez en particulier cette règle numéro 8, ici, que vous n'arrivez peut-être pas à lire, mais qui est la loi de l'homéose et qui rend compte de la transformation que je viens de vous montrer. L'émergence d'une structure méristique chez beaucoup d'animaux correspond à un stade particulier du développement embryonnaire que l'on appelle généralement la gastrulation. C'est en effet à ce stade que les différents segments du futur animal se forment. Chez les vertébrés, c'est d'abord sous la forme de condensation de cellules mésenchymateuses que vous voyez ici apparaître du haut vers le bas. C'est en effet à ce stade que les différents segments se forment. Chez les vertébrés, c'est d'abord sous la forme de ces condensations, les somites. C'est précisément ce stade qui inspira Carl von Baer et Ernst Haeckel sa fameuse loi reprise, développée plus tard par Haeckel et publiée sous la forme la plus simplifiée en 1874. Cette loi, une fois de plus, révèle l'existence de contraintes maximales exercées au cours de ce mécanisme ontogénétique, alors que les formes semblent pouvoir diverger au stade plus tardif, comme vous le voyez sur cette illustration. Ces embryons ici tendent à se ressembler, alors que plus ces embryons vieillissent, plus ils commencent à exprimer les différentes caractéristiques de leurs espèces. Cette loi révèle l'existence de contraintes maximales. Et von Baer précise que les embryons passent d'abord par un stade général au sein d'un groupe, comme par exemple les vertébrés, c'est le cas ici, avant d'exprimer les particularités des espèces différentes. Comme vous le savez, cette théorie fut, et toujours d'ailleurs, critiquée, en particulier par Wilhelm His, et une telle ressemblance des formes fut parfois mise sur le compte du talent artistique de Haeckel. Et aujourd'hui, nous savons effectivement que Haeckel avait sans doute amélioré un peu ses dessins, mais que cela n'enlève rien au principe fondamental de la ressemblance entre ces animaux à ce stade précis.
Toutefois, l'émergence de la biologie moléculaire et une meilleure compréhension des mécanismes ontogénétiques ont permis au début des années 1990 de reconsidérer ce problème et de conclure que Fönberg et Haeckel avaient partiellement tort dans leur principe du général au particulier. En effet, les façons dont les embryons atteignent ce stade de la gastrulation sont elles aussi extrêmement variées, et si ces stades les plus précoces n'étaient pas absents des dessins de Haeckel, on s'apercevrait que les différences de forme chez les embryons très précoces sont aussi importantes que chez les adultes. La logique générale va donc du particulier vers le général avant de retourner vers le particulier. C'est là l'idée illustrée par le sablier phylotypique proposé en 1994 avec ce goulet d'étranglement représentant l'existence de contraintes maximales, alors que les stades précédents, ici, et suivant des paysages phénotypiques très larges, ce point de passage est d'une étonnante stabilité évolutive, un peu comme si l'appartenance à ce groupe d'animaux se matérialisait par ce rendez-vous ponctuel de quelques heures de gastrulation, durant lesquelles la forme de ces embryons nous rappelle qu'ils sont tous du même taxon. Une des façons d'interpréter ce rétrécissement est de considérer que les mécanismes mis en œuvre à ce stade particulier sont extrêmement difficiles à évoluer. En d'autres termes, il n'y aurait pas 36 façons d'organiser la segmentation de l'embryon et de donner à ces segments leur identité et leur fonction. Cette résistance à la variation est ce qui tient ces animaux ensemble, ce qui permet de les classer, car c'est à ce stade précis que se mettent en place les traits caractéristiques des vertébrés. Alors que se passe-t-il à ce stade ? Quel mécanisme serait si compliqué qu'aucune alternative ne puisse les remplacer ? Ce goulet d'étranglement correspond en fait à la mise en phase de deux horloges biologiques. Une horloge... Je suis désolé, j'ai... de deux horloges biologiques très différentes l'une de l'autre, mais intimement liées l'une à l'autre. La première de ces horloges est récursive. Elle produit les segments les uns après les autres, avec une vitesse d'à peu près 1 heure par segment. C'est l'horloge de segmentation. Une horloge morphogénétique proposée par Jonathan Cook est caractérisée principalement par Olivier Pourquier et son équipe depuis une quinzaine d'années. La seconde horloge, celle que vous voyez sur la droite, est une horloge génétique découverte en 1989 par Pascal Dolé, alors étudiant dans mon laboratoire. Cette horloge assure une identité morphologique à chacun des segments produits par l'horloge de segmentation et par conséquent détermine l'ordre et la qualité des structures. C'est le mécanisme qui sous-tend les règles méristiques énoncées par Ray Lankester. Cette horloge est faite de l'activation séquentielle d'une série de 39 gènes, les gènes OX, parfois appelés des gènes architectes. Ces gènes sont regroupés en 4 clusters génomiques, 4 alignements d'une dizaine de gènes espacés de façon régulière sur les chromosomes. Ces gènes fabriquent des protéines qui instruisent aux cellules qui les expriment les morphologies que ces cellules sont censées produire selon un système de combinaisons. En effet, à des niveaux corporels différents correspondent des combinaisons de protéines distinctes. Ces combinaisons sont cumulatives puisque ces gènes sont activés séquentiellement en suivant la production des structures segmentées, de telle sorte que les combinaisons deviennent de plus en plus chargées en progressant vers la partie postérieure. Vous devez vous imaginer cette horloge de segmentation qui rajoute progressivement des segments vers la partie postérieure et en même temps cette horloge génétique qui rajoute des combinaisons génétiques au fur et à mesure du déroulement de cette horloge de segmentation. Imaginez 3 combinaisons simples et 3 morphologies associées. Et imaginez que le gène C soit activé précocement, comme dans le cas de ce gain de fonction, ou que le gène B soit activé trop tard, comme dans le cas de cette perte de fonction. Eh bien, dans les deux cas, nous allons avoir un changement de morphologie qui est illustré ici. C'est un exemple parlant qui rentre parfaitement dans la règle numéro 8 de Lancaster. Je ne rentre pas dans les détails. Sachez simplement, vous avez ici une portée de frères et sœurs de souris qui ségrèguent des caractères de gain de fonction et de perte de fonction d'un seul de ces gènes architectes. Et vous voyez qu'on peut obtenir des souris qui sont longues, qui ont 8 vertèbres
lombaires, et des souris, c'est un frère ou une petite sœur qui n'ont que 4 vertèbres lombaires. Donc il est extrêmement important que cette combinaison de gènes de protéines soit délivrée de façon extrêmement précise. Comment gérer l'activation de 39 gènes différents d'une façon tellement précise qu'elle empêche de toutes petites hétérochronies de se produire? Pour réduire cette éventualité, la nature évolue un mécanisme tout à fait original qui repose sur l'établissement d'une correspondance entre, d'une part, l'ordre de ces gènes au sein de leur cluster et, d'autre part, la séquence temporelle de leur activation transcriptionnelle. En clair, les gènes sont activés au fur et à mesure de leur position relative dans le groupe. Le premier gène numéro 1 sera activé d'abord, puis le gène numéro 2, le 3, le 4, etc., etc. Il faudra 2 jours pour que cette vague d'activation traverse le cluster de gènes. Comment cela fonctionne-t-il? Comment utiliser la linéarité de notre molécule d'ADN pour en faire une petite horloge? C'est là une des questions principales à laquelle mon laboratoire s'est attaqué depuis maintenant une vingtaine d'années. Et sans rentrer dans les détails, bien sûr, j'aimerais vous faire partager quelques-unes des réponses que nous avons obtenues. La question est extrêmement simple, en fait, et la première étape consiste à clarifier les relations qui existent entre le temps et la topologie des gènes. Si l'on pouvait prendre, par exemple, le gène numéro 10 et que l'on le place à la position du gène numéro 4, est-ce que le gène numéro 10 serait activé au temps 10 ou au temps 4? En d'autres termes, l'information temporelle est-elle inscrite au niveau du gène ou est-elle une propriété intrinsèque du groupe de gènes? Les approches expérimentales pour répondre à ce genre de questions dans des conditions physiologiques significatives durent être développées et 3 stratégies génétiques furent ainsi mises au point depuis 1996. Ces stratégies sont maintenant connues sous les noms de Tamer, String et Panther pour des raisons diverses. Principalement, j'ai toujours eu beaucoup de chercheurs français dans mon laboratoire, ont eu et ont toujours une puissance génétique formidable. Ces approches nous ont permis de fabriquer des souris avec des chromosomes remaniés à la carte, contenant des délétions, des duplications, des inversions, des translocations parfaitement ciblées, et de produire ainsi la plus grande série allélique jamais produite sur un locus génétique chez les eucaryotes. Je ne vais certainement pas vous ennuyer avec la génétique et les croisements, mais laissez-moi simplement illustrer ce propos avec 2 mutants différents, extrêmement simples, qui montrent l'utilité de ces souches de souris vivantes. Si l'on produit une souris qui a une petite délétion à l'intérieur de ce cluster de gènes, et que par conséquent on rapproche ce gène numéro 13 de cette position-là, du début du cluster, on voit que son activation va arriver trop tôt. Autrement dit, un gène qui n'est pas exprimé à ce stade, c'est un petit embryon de souris, va être exprimé si on le positionne plus proche du démarrage de ce cluster de gènes. Et inversement, si l'on introduit une duplication à l'intérieur de ce cluster et qu'on regarde ce gène en rouge maintenant, qui a été mis 3 gènes plus loin en position relative par rapport à sa position initiale, on voit maintenant l'exact effet opposé. Ce gène va être activé avec du retard. Il y a ici 2 exemples. Wild type, pas encore. Wild type, pas encore. La conclusion de ces études est que le temps d'activation d'un gène architecte est en grande partie déterminé par sa position relative à l'intérieur de son cluster, plutôt que par le gène lui-même. Pas étonnant donc que ces gènes soient restés en groupe au travers de centaines de millions d'années d'évolution, du moins chez tous les animaux qui se développent, selon une stratégie méristique dans le temps. A l'inverse, les animaux se développant autrement ont cassé ce groupe de gènes, celui-ci n'étant plus nécessaire. Par exemple, les animaux basés entièrement sur un linéage cellulaire, un développement que l'on appelle traditionnellement un développement mosaïque. L'hypothèse donc proposée en 1992, selon laquelle tous les animaux segmentés se développant selon une séquence temporelle doivent avoir au moins un cluster génomique de gènes OX, n'a toujours pas trouvé d'exception, malgré le nombre de plus en plus élevé d'animaux séquencés depuis. Le modèle de travail qui a émergé de cette longue série d'expériences propose que le groupe de gènes se trouve soumis à 2 influences opposées. Une influence positive, en vert, venant de la droite, de l'extrémité télomérique, et une influence négative venant de la gauche, de l'extrémité centromérique. Les gènes se trouvant entre ces 2 influences peuvent en quelque sorte intégrer, interpréter
ces positions et répondre par une activation temporelle précise. Si un gène est proche de ce côté positif, il sera activé très tôt. Si un gène, au contraire, est proche de cette extrémité négative, il sera retardé dans son activation. De quoi ces influences sont-elles faites? Laissez-moi me concentrer sur le côté négatif, car comme souvent, c'est celui-ci qui a le plus de poids dans cette affaire. Et lorsque l'on pense à un système de répression agissant à distance et en cis, de façon négative sur l'expression des gènes, on pense immédiatement à la structure de la chromatine, à savoir la façon dont l'ADN est enroulé dans l'espace, en particulier par les protéines spécifiques qu'on appelle les histones. Ces protéines peuvent être modifiées et certaines de ces modifications sont indicatives d'une structure fermée, négative, répressive, alors que certaines autres sont indicatives de structures ouvertes, permissives. Les améliorations de ces technologies nous ont permis récemment d'analyser la structure d'un de ces groupes de gènes OX au moment même de l'activation de l'horloge. Si on regarde d'abord dans des cellules souches, sans entrer dans les détails, vous voyez ici ce cluster de gènes, et vous voyez que chez les cellules souches, ce cluster est entièrement couvert par une masse de marques négatives. Ce que vous voyez là, en fait, est une cloche de répression qui signifie que ces gènes sont bloqués, ne peuvent pas être exprimés. C'est trop tôt pendant le développement. En microdisséquant la partie la plus postérieure de ces embryons, indiquée en rouge ici, à savoir la partie précisément où ces gènes sont activés, on peut alors observer cette vague de transcription qui traverse ce cluster. Dans ce cas précis, vous voyez ici, à un stade précoce, seuls ces gènes-là ont été activés, ceux-ci pas encore. À ce stade, un jour plus tard, tous ces gènes-là ont été activés. Et vous voyez qu'en parallèle, cette répression est progressivement enlevée. Ce cluster est déréprimé progressivement de la partie centromérique vers la partie télomérique. C'est bien sûr là, si l'on regarde avec une magnification plus large, vous voyez ici ce cluster qui est maintenant tout petit, et vous avez à gauche ces marques négatives, et à droite ces marques positives, ici la polymérase, ici l'acétylation, j'en passe des meilleurs, ce n'est pas très utile, mais ce que vous devez imaginer, c'est que cette barre noire progresse lentement vers la gauche. Pendant ces 2 jours, elle va faire ce petit voyage du gène numéro 1 qui est ici au gène numéro 13 qui est là. Bien sûr, c'est là une représentation qui est très linéaire du système et certainement éloignée de la réalité. Il s'agit donc de revenir à l'idée de forme et de se demander si cette ouverture procède d'une transition dans l'architecture générale de ce morceau d'ADN, dans la dynamique de sa forme en 3 dimensions. Et pour visualiser cet aspect particulier, nous avons utilisé une nouvelle approche connue sous le nom de capture de conformation chromosomique. C'est extrêmement compliqué et je ne vais vous montrer que 2 images et vous pouvez éventuellement même pas les regarder, je vous ferai un petit résumé dans 2 minutes. Il s'agit en fait de poser la question suivante. Si je suis un gène dans l'ADN, quels sont tous les autres morceaux d'ADN de notre génome que dans un tissu T à un moment M, je vais contacter, avec lesquels je vais être en contact? Et lorsque vous posez cette question dans des cellules qui ne produisent pas de protéines architectes, donc qui sont négatives, qui ont cette cloche de répression sur le cluster, vous voyez ici la réponse. À partir du gène numéro 13, vous voyez qu'il contacte tout le cluster. Ici, vous avez le cluster de gènes. L'intégralité du cluster est contactée, rien à gauche, rien à droite. Pareil pour le numéro 9, pareil pour le numéro 4. C'est-à-dire que tout contacte tout. Autrement dit, le cluster a une forme un peu comme une bobine. C'est une sorte de pelote, c'est pas une structure qui est totalement mêlée. Alors qu'à l'extérieur, c'est une structure relâchée. Maintenant, que se passe-t-il quand le complexe devient actif? Eh bien, vous voyez que quand le gène numéro 4 devient actif, il cesse de contacter la partie négative. Et inversement, la partie négative cesse de contacter le numéro 4. Quant au numéro 9, vous voyez que quand il est peu actif, il contacte plus la gauche que la droite. Quand il devient très actif, il contacte plus la droite que la gauche. Autrement dit, que se passe-t-il? Vous avez cette pelote. Quand le gène devient actif, il sort de la pelote et le cluster devient une structure bimodale. Nous avons donc un schéma qui est de cette sorte. Nous avons au démarrage une pelote négative, indiquée ici en rouge,
Et peu à peu, ces gènes sortent de cette pelote les uns après les autres pour former une autre pelote qui est d'une autre structure qui, elle, est positive, une sorte d'usine à transcription, comme on appelle ça aujourd'hui. Nous observons donc une distribution des gènes soit dans un compartiment spatial négatif, soit dans un compartiment spatial positif. Et nous avons proposé ce modèle qui d'ailleurs sera publié demain, vendredi, par lesquels les gènes passent les uns après les autres d'un compartiment à l'autre, un peu comme les grains d'un chapelet, bien que je ne sois pas, je vous l'avoue, un grand expert dans ce genre d'instrument. Il faut vous imaginer un chapelet dans lequel, dans la main gauche, vous avez ces avets qui sont compactés et vous les faites passer un à un dans votre main droite, une autre compaction, votre main droite étant une main active, votre main gauche étant une main inactive. Il vous faut 2 jours, donc à peu près 10 fois 90 minutes pour faire passer votre chapelet de la main gauche à la main droite. Il est intéressant de noter que la structure spatiale positive correspond à la distribution de marques positives sur la chromatine et qu'inversement, la structure spatiale négative correspond exactement à la distribution de marques négatives sur la chromatine. Il est donc probable que les modifications de la chromatine participent, de par leurs propriétés, à la formation de ces structures en 3D, à l'établissement des formes de l'ADN. Ces modifications étant partiellement codées dans la séquence de notre ADN, celle-ci donc, notre séquence d'ADN, porte une partie importante de l'information nécessaire à l'organisation spatiale de notre chromatine. L'ADN contient non seulement le codage pour sa réplication, mais également pour son organisation spatiale qui est loin d'être aléatoire. Alors pourquoi procéder de la sorte ? Plutôt, pourquoi avoir sélectionné un mouvement d'horlogerie d'une telle complication ? En effet, toutes les horloges biologiques connues jusqu'à présent fonctionnent grâce à des mécanismes que nous qualifions généralement de trans. Je parle ici de boucles rétroactives classiques, une protéine qui s'en va réguler l'activité d'un gène qui lui-même produira une protéine qui inhibera par un feedback, etc. Ainsi fonctionne l'horloge somitique de segmentation, l'horloge circadienne, l'horloge menstruelle, etc., etc. Alors pourquoi évoluer une telle horloge en 6 ? Pourquoi avoir conservé des gènes en groupe pendant des centaines de millions d'années ? Bien, la réponse, semble-t-il, se trouve encore dans la recherche des contraintes maximales auxquelles cette horloge se doit d'obéir. La première contrainte est d'être absolument certain de garder les derniers gènes inactifs à un état absolument inactif, le plus longtemps possible, car ceux-ci donnant le signal de la fin, il est impératif de retarder leur activation pendant que l'embryon se développe. Si on active le gène numéro 13 au moment de l'activation du gène numéro 4, l'embryon s'arrête. Donc il faut absolument que le gène numéro 13 sorte en dernier de la pelote. La seconde contrainte est d'assurer la bonne séquence d'activation, à savoir que le gène numéro 4 ne soit jamais activé après le gène numéro 6. Si l'on ne veut pas contrevenir aux règles des formes de Lancaster, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Souvenez-vous, on ne peut pas avoir une vertèbre lombaire au milieu du thorax. La dernière contrainte est un peu plus difficile à comprendre, est la nécessité de pouvoir bloquer le système au point où il en est à différents niveaux corporels, afin d'assurer à ces étages une mémoire de leur identité, en tout cas pendant le temps de leur construction. Et si l'on considère ces 3 nécessités, il apparaît rapidement que ce système du chapelet est parfaitement adapté aux contraintes mécaniques qu'elle représente. En effet, le déroulement progressif assure la bonne séquence d'activation des gènes. Il assure donc également que les derniers gènes, ceux qui donnent le signal de l'arrêt, seront effectivement les derniers à être activés. Et finalement, il permet la mémorisation d'un état génétique, puisque le blocage du déroulement, une fois un niveau produit, assurera à chaque niveau corporel une combinatoire particulière. Il n'est donc pas étonnant que ce mécanisme ait été sélectionné. C'est un mécanisme qui est à la base de cette mathématique de la segmentation décrite par les lois méristiques de Lancaster. Et d'ailleurs, la sémantique aurait dû nous alerter, puisque le mot développement, désenveloppé, sviluppo en italien, nous ramène à la racine la notion de désenveloppement, plus encore dans sa version allemande d'ailleurs,
puisqu'on parle de Entwicklung, Wickeln voulant dire embobiner en allemand, Entwicklung. Les Espagnols utilisent enrollar pour enrouler, et le développement embryonnaire est appelé desarrollo en espagnol. Ce mécanisme de désenroulement, de réenroulement, est tellement bien adapté aux besoins de l'embryon qu'il représente une contrainte extraordinairement résistante à la variation. En effet, comment faire pour arriver au même résultat sans passer par ce désenroulement? Par quel autre stratagème l'embryon pourrait-il assurer une activation parfaitement séquentielle de ces 39 gènes? Cette contrainte maximale participe donc certainement à ce goulet d'étranglement, ce passage obligatoire au cours duquel l'embryon, en quelque sorte, va lire et organiser sa future polarité au travers de ce déroulement génétique, comme si seules les billes isolées pouvaient transiter par cet étranglement, renforçant ainsi l'aspect métaphorique de ce chapelet phylotypique. Comme je le disais auparavant, ce déroulement se passe en même temps que la production régulière de segments, et cette correspondance assure la construction d'une formule vertébrale stable au sein d'une espèce particulière. Toutefois, si ces deux horloges se désynchronisent, si l'une avance un peu plus vite que l'autre, alors les morphologies peuvent évoluer de façon dramatique, tout en respectant une fois de plus les lois de la méristique. Par exemple, on peut imaginer que chez les oiseaux, l'horloge de segmentation clique 7 fois de plus, alors que l'horloge génétique bégaye, et ainsi les oiseaux rajoutent 7 vertèbres cervicales aux 7 vertèbres cervicales que les autres vertébrés généralement ont, pour atteindre un total de 14, qui est typiquement une caractéristique des oiseaux. Une désynchronisation plus importante peut conduire à la production d'une forme largement homomérique, comme le sont les serpents, avec cette collection de vertèbres identiques, ou comme le sont d'ailleurs les 6 étages de la tour de Pise. La tour de Pise, parlons-en, puisque c'est pendant sa construction au XIIe et au XIIIe siècle que naît et meurt Leonardo Pisano, Léonard de Pise, mathématicien connu aussi sous le nom de Fibonacci, dont je parlais il y a quelques minutes à propos de l'ouvrage de Darcy Thompson, dans lequel celui-ci utilise la suite de Fibonacci pour mathématiser certaines formes naturelles, notamment de certaines coquilles de gastéropodes. Alors laissez-moi terminer cette intervention en vous montrant une dernière fois la beauté et la variation dans l'unité des formes de ces animaux, et en la soulignant peut-être par ce petit haïku: « Toi, belle coquille, d'escargot de Fibonacci, ne bave pas et tourne sans fin. » C'est un petit haïku qu'on appelle maintenant communément sur Internet un fibo-haïku ou un fib. C'est là une nouvelle forme poétique en fait, qui consiste à structurer un haïku selon la suite de Fibonacci. Et celui-ci contient 6 étages comme la tour de Pise. Je vous remercie de votre attention.